Nous sommes de retour sur le plateau de TV Finance pour cette édition du 7 septembre 2023. Merci beaucoup pour votre fidélité et merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant, instant dans lequel il est l'heure de retrouver notre invité Marc Toiti. Bonjour Marc. Bonjour Antoine, bonjour à toutes et à tous. Merci Marc d'avoir accepté notre invitation. Je suis ravi de vous retrouver. Vous avez passé de bonnes vacances? Ouais, super, très Ok, bien. très clair. Marc, vous êtes, pour qui ne le sait pas encore, vous êtes économiste, président du cabinet AC Défis et écrivain, puisque on peut toujours trouver aux éditions Bouquelis votre dernier livre, Recette 2, Bienvenue dans le monde d'après. Tout à fait. Toujours ça? Oui, il marche toujours très bien. Merci beaucoup d'ailleurs, là aussi, de votre fidélité. Ok, voilà. livre particulièrement intéressant dans la mesure où les graphiques sont régulièrement mis à jour. C'est quelque chose qu'il faut complètement. noter. En attendant le prochain, plutôt je pense en 2024, parce que celui-là il marche encore toujours bien, puis il est d'actualité. Donc voilà. Ok, écoutez, on attend avec impatience. On reviendra pour en reparler en 2024. Exactement. Marc, il y a énormément de sujets en ce moment. L'environnement macroéconomique est extrêmement dense, notamment en zone euro, où on assiste récemment à la remontée du cours des matières premières, que ce soit l'énergie et les matières premières agricoles également, à la baisse de l'euro. Tout ça, ça va booster l'inflation. En parallèle de ça, les PMI, les indicateurs avancés d'activité, sont durablement en phase de contraction. Du coup, tout ça, c'est synonyme de stagflation, c'est ça? Voilà, tout à fait. Malheureusement, on a à la fois donc une récession qui est en train de revenir dans la zone euro et également en France. C'est vrai qu'on s'est un petit peu gargarisé en disant voilà, il n'y a pas de récession en France. Encore hier, je entendais le gouverneur de la Banque de France. Non, il n'y a pas de récession. Encore une fois, il faut regarder les chiffres. Ça fait 3 mois consécutifs que les indicateurs des directeurs d'achat sont en zone rouge. Ça veut dire en phase de baisse d'activité inférieure à 50, et que ça soit dans l'industrie, dans les services, dans la construction, partout. Donc, et ça baisse de plus en plus. On est sur un plus bas depuis novembre 2020. C'était encore le début de la pandémie. Rappelez-vous, on était en pleine récession. Donc tout ça pour dire qu'il faut être extrêmement prudent. Pareil dans la zone euro. On a un indicateur qui n'a quasiment pas été évoqué, qui est la masse monétaire M3 qui est en baisse de moins 0,4% donc sur un an. C'est du jamais vu dans toute l'histoire de cette statistique. On a vu ça une seule fois seulement. C'était en février 2010, c'est-à-dire juste après la récession de 2009. Donc c'est très dangereux, vous voyez. Puis on fait comme si rien n'était, comme dit tout allait bien dans le meilleur des mondes, et malheureusement c'était pas le cas. Alors, comme vous l'avez bien dit, en plus de cela, les prix du baril des matières premières repartent à la hausse. Donc l'inflation également remonte à la hausse. C'est là où ce qu'on appelle cette stagflation, stagnation économique voire récession, inflation élevée. Et donc c'est là où c'est le piège, parce que la BCE elle va encore augmenter les taux d'intérêt la semaine prochaine d'ailleurs. C'est votre scénario, parce que les marchés estiment, c'est du 50-50, mais ils estiment qu'elle va se statu quo. Le problème, je l'ai souvent dit ici notamment, c'est qu'on a trop tardé à réagir. C'est-à-dire qu'on a laissé l'inflation s'installer. Après, rappelez-vous, l'inflation a commencé en 2021. Je suis dans les premiers à l'annoncer d'ailleurs, bien avant la guerre en Ukraine. Bon, après, ça évidemment, la hausse des matières premières, on met de l'huile sur le feu. Et nous, en Europe, on a réagi seulement en juillet 2022, vous vous rendez compte? C'est-à-dire on a laissé l'inflation s'installer et donc cette inflation elle est devenue incontrôlable. Donc qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On court derrière l'inflation et donc c'est le paradoxe, on va devoir augmenter les taux d'intérêt alors qu'il y a une récession. Donc ce qui va évidemment alimenter cette récession, sans oublier le problème c'est qu'on a une dette publique également, on va en parler je pense juste après, parallèlement. Donc il a aussi coûte et qui va extrêmement cher. Et alors, dernier point aussi important pour la zone euro, c'est l'Allemagne. L'Allemagne alors qui a une récession encore plus grave qu'en France. Les indicateurs avancés sont vraiment catastrophiques. Et donc là aussi, on pourrait dire, tant mieux, c'est les Allemands, ça va leur apprendre. Oui, mais sauf que, comme l'Allemagne, c'est la locomotive de la zone euro. Elle va entraîner toute la zone. Elle va entraîner toute la zone euro, évidemment. Et parallèlement, donc l'euro qui est en train de baisser, ce qui est tout à fait logique, parce qu'on a cet écart de croissance, États-Unis, zone euro, où finalement, aux États-Unis aussi, ça ralentit, mais ça résiste un peu mieux du moins que chez nous. Et donc, ce qui fait que, malheureusement, l'euro va continuer de baisser. Et si l'euro baisse, ça fait augmenter le prix des produits importés, et donc ça alimente l'inflation. Vous voyez, c'est ce cercle pernicieux, on est dans un cercle pernicieux extrêmement dangereux. Encore une fois, qu'on a laissé s'installer. Quand vous dites on a laissé s'installer, c'est la Banque Centrale Européenne ou c'est les autorités françaises également? Les dirigeants dans leur ensemble. Les dirigeants monétaires, parce qu'encore une fois, on a laissé l'inflation s'installer, et donc maintenant on n'arrive plus à la contrôler, et les dirigeants également politiques, parce que en fait, on a trouvé le quoi qu'il en coûte pendant le coronavirus et puis on l'a continué. Qui va s'arrêter. Alors, on va revenir justement sur cette notion de déficit public. Juste avant, j'aimerais revenir sur cette note qui a été publiée par l'INSEE le 31 août dernier qui concerne le taux de marge des entreprises au T2 2023, qui est encore en hausse pour le 3e trimestre consécutif. Du coup, il n'y a pas que les agents publics, je vais dire, qui ne jouent pas le jeu. Il y a aussi également les agents privés. Alors bon, vous savez, c'est une moyenne. C'est-à-dire que, alors clairement, c'est sûr qu'aujourd'hui, on a une sorte d'effet de rattrapage. C'est-à-dire que globalement, comme les prix augmentent,
on a tendance à se dire finalement tout le monde augmente les prix, donc pourquoi pas moi. Et comme les coûts n'augmentent pas à l'aune des prix, mécaniquement le taux de marge est en train d'augmenter. Mais ça c'est en moyenne. Par contre, moi je vous donne un autre chiffre sur les entreprises, c'est les défaillances d'entreprises qui sont en train d'exploser, pas d'augmenter, d'exploser, notamment pour les TPE, les PME, même les entreprises de taille intermédiaire, c'est en train de flamber. Ce chiffre de la Banque de France, on est sur des hausses de plus de 100% par rapport à 2019. Vous vous rendez compte, c'est des chiffres complètement fous. Donc, si les entreprises font faillite, après, il y a des licenciements, donc le chômage augmente, et donc ce qui entretient là aussi la récession. Il y a un indicateur de l'INSEE qui est sorti pareil, on n'en parle jamais, on n'en a pas parlé, c'est ce qu'on appelle le climat des affaires, le climat de l'emploi. Donc c'est un indice INSEE, c'est très sérieux, qui s'est effondré en juillet, surtout au mois d'août. Et donc, quand on voit la corrélation entre cet indicateur de l'emploi et le taux de chômage, c'est-à-dire que le taux de chômage français peut augmenter à 8%. Donc vous voyez, c'est ça qui est dramatique, c'est qu'on a à la fois une inflation élevée, une récession, un chômage qui va réaugmenter, et quand on voit aujourd'hui, on nous dit oui, le bouclier tarifaire, etc. Excusez-moi, mais ça n'a servi à rien. J'ai fait un petit calcul très simple. J'ai regardé l'inflation française depuis 2022, début 2022. Donc les prix en France, les prix à la consommation, ont augmenté de 11,5% aux normes européennes. Si je prends un pays comme l'Espagne, où il n'y a pas eu de bouclier tarifaire, ça a augmenté de 9,6%. Comment on explique ça ? Un pays comme la Belgique, ça a augmenté de 6,5%. Donc nous, on a fait le bouclier tarifaire. Donc c'est vrai que pendant un temps, on n'a pas vu la vraie inflation, mais finalement après, il y a eu un effet de rattrapage. Et donc aujourd'hui, l'inflation de la France est en train de devenir l'une des plus élevées de la zone euro. Donc tout ça parce que... malgré les mesures mises en place pour... Oui, parce qu'il faut bien que le bouclier s'arrête de temps en temps, donc ça coûtait extrêmement cher. Ça a coûté très cher. Avec un déficit public qui a explosé. Alors si on va en parler peut-être tout à l'heure, mais déficit public, moi j'ai vu ça, les chiffres incroyables, sur le premier, de janvier à juillet 2023, tenez-vous bien, le déficit public français, donc juste de l'État, sans compter les collectivités locales et la sécurité sociale, ce déficit a atteint 169 milliards d'euros sur 7 mois seulement. L'année n'est pas terminée, il manque encore 5 mois. Et dans ce déficit, il y a quoi ? C'est un record absolu. Même pendant le coronavirus en 2020-2021, sur les 7 premiers mois de l'année, on n'a pas fait autant de déficit. Donc c'est extrêmement... Et il va se creuser de plus en plus ce déficit de toute façon, parce qu'il y a la fin de ces mesures sociales dont vous avez parlé, les boucliers tarifaires, c'est fini. Il y a le remboursement de la dette de l'État aussi, avec les taux d'intérêt qui augmentent de plus en plus, du coup, par faire des choses. Le problème, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est que ce quoi qu'il en coûte, on le continue. Il coûte. Et maintenant, il coûte. Oui, c'est ça, c'est qu'à l'époque, le taux d'intérêt, comme c'était la dette publique était achetée par la Banque Centrale Européenne, donc c'était ce qu'on appelle la planche à billets, ça coûtait rien, les taux d'intérêt étaient à 0% sur les dettes publiques. Maintenant, on est à 3,1, 3,2% de taux d'intérêt à 10 ans, et donc ça coûte très cher. C'est-à-dire que d'ici l'année prochaine, donc 2024, la charge d'intérêt de la dette devrait atteindre 70 milliards d'euros. Juste la charge d'intérêt, vous vous rendez compte ? C'est des sommes colossales qu'il va falloir débourser, bien entendu. Donc, ce qui va alimenter c'est la hausse des taux d'intérêt. Et donc on puisque l'État va emprunter, l'agence France Trésor va emprunter de nouveau pour pouvoir rembourser ses créances. Complètement. Et donc, mécaniquement, c'est-à-dire que les taux d'intérêt vont encore augmenter. Et là, on revient sur le sac par tout à l'heure. Si les taux d'intérêt augmentent, ça casse l'activité économique. Donc, plus de déficit, plus de dette, hausse des taux d'intérêt. Oui, clair. Et puis, il y a un secteur qui va en souffrir le plus en particulier. Et puis, enfin, tous les secteurs vont en souffrir, mais particulièrement l'immobilier. L'immobilier également est dans une situation complètement désastreuse par la force des choses. C'est encore la présidente de Nexity qui disait ce matin dans Le Monde, il faut que l'État fasse quelque chose. Sinon, on court devant d'une des pires crises de l'immobilier que la France n'aura connue. Malheureusement, encore une fois, on a cherché. Et c'est vrai. On l'a cherché. Globalement, encore une fois, le problème, je reviens sur ce coronavirus, c'est malheureux, c'est qu'en fait, on est sorti de la réalité. Et on a anesthésié tout le monde en disant on va donner des prêts, des machins, etc. Puis on enfermait tout le monde pendant presque quasiment 3 ans. Ça n'avait pas de sens. Donc on paye toutes ces erreurs aujourd'hui. Il faut bien prendre conscience. Et donc, mécaniquement, les taux d'intérêt sont en train d'augmenter. C'est sûr que le secteur immobilier, il est en train de reculer. Alors, attention. On n'est pas dans la situation américaine où les stocks étaient quasiment vides et pas à force des choses, les prix augmentent malgré tout. Là, on voit que les prix baissent. Ce que vous annonciez d'ailleurs, ce que vous avez annoncé chez nous notamment, mais on vous a très bien compris. Vous annoncez moins 15, je crois, %. On est à moins 10, là, on est déjà à moins 10, notamment à Paris. Exactement. À Lyon, on est à moins 12 par rapport à nous. Ça dépend des données, mais en tout cas, c'est vrai que ce sont des moyennes, bien entendu. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on a quand même aujourd'hui cette baisse tout à fait logique. Alors attention, sur le long terme, l'immobilier, ça reste
place, l'un des meilleurs placements. Oui, parce que quand on regarde la courbe depuis 90, bon, il y a des moments de respiration par rapport des choses, mais bien sinon, sûr, il n'y a sans pas croissance perpétuelle. Alors par contre, c'est là où effectivement ce qui est dangereux, c'est que maintenant ça concerne également le neuf. Il y a beaucoup de promoteurs. Tout le secteur, le secteur de la construction, en fait. Voilà, quand le bâtiment va, tout va. Quand il ne va pas, rien ne va plus. Donc c'est tout le problème. Et donc vous avez beaucoup de promoteurs aujourd'hui qui ont fait des immeubles, etc. Tout va bien, c'est formidable, sauf qu'il n'y a personne pour acheter. Bah oui, puisque personne ne peut emprunter. Et voilà, les taux d'intérêt ont augmenté, et ils vont encore augmenter. Et donc des ménages qui sont parfois même solvables, tout à fait solvables, qui ont un bon salaire, etc., ne peuvent pas emprunter. Donc c'est ça qui est extrêmement malgré dangereux. le taux d'usure qui est revu, alors maintenant mensuellement, alors il est passé de 5,33 à 5,56 effectivement. Oui, mais ça c'est une mesure de court terme, encore une fois. Mais et puis c'est un peu, c'est quoi ça? C'est pour on met la poussière sous le tapis. Surtout aujourd'hui, qui peut s'endetter à un taux d'intérêt de 5,5%? Vous voyez ce que je veux dire? C'est extrêmement compliqué, et surtout on a une situation aujourd'hui où bon, on va voir cette baisse des prix qui va s'installer. Alors après ça remontera. Moi ce qui m'inquiète plus, c'est le secteur du neuf. Là donc si les promoteurs immobiliers peuvent pas vendre, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Tous les projets qui étaient dans leur portefeuille, finalement, sont arrêtés. Et derrière, effectivement, il y a de la construction qui souffre. Donc c'est sûr. Et alors, pour le cerise sur le gâteau, la taxe foncière explose dans toute la France. On a déjà une base donc, de plus 7,1%, ça c'est le minimum. Si vous prenez à Paris, 51. Plus 59. Non, alors 51 plus 7, ça fait plus 59. Au total. C'est un truc de fou. Parce que je veux dire, alors, il y a toutes les villes de France augmentent. Ouais, c'est ça. Et on dit oui, c'est les propriétaires qui vont payer. Oui, mais attendez, dans les propriétaires. Oui, on dit que c'est la taxe d'habitation qui a été supprimée, donc tu peux la force dans les propriétaires, il n'y a pas que des gens riches. Il y a des gens qui ont mis toute leur vie pour acheter leurs biens, qui sont aujourd'hui à la retraite, et donc eux, ils n'ont pas un revenu formidable. Ils doivent payer cette augmentation de la taxe foncière. Donc tout ça fait que, attention, on est sur un baril de poudre. Donc, pour 2024, c'est pareil, la situation va être aussi difficile. Si vous voulez, déjà les 6 prochains mois, déjà je suis inquiet. Parce que là, si vous voulez, aujourd'hui, comme on n'a pas arrêté de dire aux Français, parce que ça aussi c'est un problème, on n'a pas prévenu les Français, enfin à part vous et moi peut-être, et d'autres aussi, disons-le, mais c'est vrai qu'on a eu une situation où on a dit, nos dirigeants ont dit, non mais vous inquiétez pas, tout va bien. Ce sont les 30 glorieuses. Ils sont dans leur rôle d'une certaine façon. L'inflation va baisser, il n'y aura pas de récession, etc. Pourquoi on a dit ça? Il faut pas mentir. Il faut dire d'ailleurs, bon, on ne sait pas trop. Mais être aussi péremptoire comme ça, c'est extrêmement dangereux. Donc les Français maintenant sont surpris. Ils ne comprennent pas quand ils arrivent pris à la pompe à plus de 2 euros. Ils ne comprennent pas. Pourquoi? Parce que quand effectivement les prix du pétrole au niveau mondial ont baissé, il y a peu de répercussions. Ou très peu. Très peu. Par contre, quand les prix remontent, alors là, il y a une répercussion tout de suite. Et en plus que l'euro est en train de baisser, donc ça fait augmenter là aussi le prix des produits importés. Donc, le prix du pétrole va continuer à augmenter, selon vous, là il a atteint 90, est-ce qu'on pourrait aller le voir chercher les $100 le baril à problème, votre ça avis? dépend de beaucoup de choses, ça dépend on l'a vu, l'Arabie Saoudite qui a dit bon on réduit notre production, ça peut dépendre également de la guerre en Ukraine, ça serait bien d'ailleurs qu'elle s'arrête rapidement, parce que là ça commence à durer malheureusement, et surtout au-delà des drames humains bien entendu, ça a des conséquences économiques, c'est incroyable. Alors le problème c'est que comme on a une récession aujourd'hui qui est en train d'arriver, donc ça va limiter la hausse des cours du pétrole. Le problème c'est que la récession elle n'est pas partout, elle est surtout chez nous, dans la zone euro, alors que vous prenez un pays comme l'Inde, ça va très bien, une croissance forte. La Chine, bon, c'est pas génial, mais ça résiste quand même. Pareil aux États-Unis. Mais la Chine résiste ou... Ah oui, les 5% de croissance annoncés par par Pékin, ils vont les faire. Enfin, déjà, c'est décidé un an à l'avance. C'est le chiffre de croissance, plus ou moins. Mais bon, ce qu'il y a pas là, c'est que même si on regarde les chiffres du FMI, ils vont faire autour des 5% de croissance, mais ça ne suffit pas pour la Chine. Ouais, c'est ça, ils arrivent de 8, 9, etc. Et oui, donc 5%, c'est pas non plus génial. On a eu ce matin les chiffres du déficit, de l'excédent commercial chinois qui a fortement baissé. Donc ça... Moins qu'anticipé, mais ça baisse quand même. Ah oui, ça baisse. Non, mais surtout, le problème de la Chine, c'est que elle a perdu des parts de marché, notamment au profit de l'Inde. Elle pensait les récupérer, mais elle n'arrive pas. Parce qu'en fait, pendant ce Covid, à force d'avoir enfermé tout le monde en permanence pendant des années, parce que c'était beaucoup plus dur que chez nous, ne l'oublions pas, évidemment, elle a perdu des parts de marché et elle ne les récupère pas aujourd'hui. Et donc c'est comme c'est la locomotive du monde, la Chine, elle est en train de perdre son rôle. Donc là, ça peut être effectivement dangereux. Et ce qu'on explique, c'est que justement, les entreprises occidentales sont encore, pour encore un petit temps, mais encore en phase de déstockage. Du coup, par la force des choses, est-ce que vous avez des données pour nous dire que bientôt cette phase de déstockage sera finie et pourrait relancer justement la machine côté Chine, même si c'est pas le seul élément. Alors, la demande intérieure chinoise est complètement atone, l'épargne n'a jamais été aussi haut, quasiment jamais, j'exagère, mais très haute en tout cas. Du coup, c'est pas le seul facteur. Le problème numéro 1 de la Chine aujourd'hui, c'est effectivement la demande intérieure. Pourquoi? Parce qu'en fait, les Chinois vous ont toujours dit, moi ça fait déjà des années que je vois les dirigeants chinois, ils m'avaient dit déjà en 2000, vous voyez, il y a longtemps, en dépit de la dictature, etc., la Chine peut tenir si le pouvoir d'achat des Chinois augmente. Et c'est vrai qu'ils avaient raison, parce que dans les années 90, il y avait 100 millions de Chinois
qui vivaient correctement. Aujourd'hui, il y en a 650 millions. Donc il y a eu un beau progrès. Sauf qu'il reste encore 750 millions qui attendent. Vous voyez, et donc, si eux, ils ne montent pas dans le train ou s'il n'y a plus de train, là, évidemment, ça va se tendre. C'est ça qui est très dangereux. Et après, il y a un enjeu géopolitique parce que si les Chinois vont moins bien, ils vont peut-être essayer de réactiver la fibre nationaliste avec Taïwan, etc. C'est très dangereux ce jeu. C'est-à-dire, un affaiblissement de la Chine durable est très dangereux parce que les Chinois ne pourront pas. On l'a vu même avec le corona, ils ont arrêté d'enfermer tout le monde parce que le peuple commençait à se révolter. C'est très nouveau pour la Chine. Oui, c'est très nouveau. Donc le vrai problème de la Chine, c'est effectivement la demande intérieure. Si la demande intérieure ne redémarre pas, alors là, il y a un vrai danger de stabilité sociale et sociétale. Alors, qui est d'ailleurs déjà chez nous en Europe, là, non, ce danger, où la demande effectivement est en train de baisser. Alors, danger social, sociétal, j'aimerais qu'on revienne un peu sur le cas français et l'immobilier. Il y a... L'État va continuer à s'endetter de toute façon, donc va émettre des obligations, c'est comme ça que ça marche. Par la force des choses, ces nouvelles obligations à rendement plus élevé sont plus intéressantes pour les opérateurs, pour les investisseurs qui vendent actuellement les obligations qu'ils ont en portefeuille. Du coup, les taux d'intérêt augmentent. Tout ça pour l'OAT 10 ans, qui est l'indice de référence, qui permet le calcul de tous les taux d'intérêt en France, va augmenter. C'est bon pour personne, ça, pour les ménages, c'est clair, pour les entreprises. Alors, surtout, on a les deux taux d'intérêt qui augmentent. Le taux d'intérêt monétaire, donc là, on l'évoquait tout à l'heure, la BCE va encore l'augmenter la semaine prochaine, on sera sûrement à 4,50%. Et le taux donc à 10 ans des obligations d'État, là on est à 3,2, on peut monter à 3,50. Tout le problème, c'est qu'effectivement... C'est ça, effectivement, on est à 3,2, 3,50. On est à 3,2, oui, on peut monter à 3,50. Déjà, là, c'est un plus haut depuis 2012. Ne l'oublions pas. C'est énorme, c'est ce que je veux dire. Il y a plus de 10 ans. Et donc, à partir de là, ça va générer un coût pour les entreprises, pour les ménages, parce que le taux d'intérêt va continuer effectivement d'augmenter sur les taux des crédits. Et donc là, évidemment, ça va alimenter la récession. C'est là où le fait de dire la dette publique, on s'en fiche, moi je l'ai dit plusieurs fois à Bercy ou ailleurs, ou certains économistes, ou même Bruno Le Maire, disent non mais la dette publique, c'est pas grave. Parce que c'est la BCE qui finance, etc. C'est du long terme, les taux d'intérêt n'augmenteront jamais. On voit où on en est une fois. On en est aujourd'hui. Et tout ça parce qu'on est dans cette fuite en avant permanente. Moi je dis non, il faut arrêter. Qu'est-ce qu'il faut faire alors dans ces cas-là? Qu'est-ce que vous préconisez? La solution, elle est très claire. Alors je l'évoque dans mon livre, dans plusieurs livres ou dans plusieurs vidéos, sur ma chaîne YouTube notamment, qui a dépassé les 100 000 abonnés. D'ailleurs, j'en profite pour remercier évidemment tous les abonnés. C'est formidable. Mais tout ça pour dire que, attention, aujourd'hui, on a besoin d'une thérapie de choc. Ça veut dire, moi je pense que pour redonner du pouvoir d'achat aux Français, il faut baisser les impôts. Nettement, les taxes qui pèsent sur le fait qu'on est numéro 1 du monde des impôts, on est à 45,4% de pression fiscale globalement, et 47 selon même Eurostat, donc c'est des chiffres complètement fous, numéro 1 du monde, on est sur un record historique en France, il faut baisser cette pression fiscale. Le problème c'est que si vous faites ça, il faut aussi baisser la dépense publique, et c'est là que ça bloque, parce qu'on dit quelle dépense doit-on baisser? Et bien voilà, les dépenses on a quand même une transition en cours, environnementale, écologique, tout ça va coûter cher. Non mais pour ça, à la rigueur, pour l'investissement, la dépense publique c'est très bien, mais l'année dernière, les dépenses de fonctionnement ont augmenté de plus de 26 milliards d'euros. Chiffre de l'INSEE, c'est un chiffre officiel. Oui, donc, l'année dernière, c'est 2022. 2022, oui. Donc là, on n'a pas encore le chiffre 2023, mais ça va être au moins la même chose. Donc, alors, où va l'argent? C'est ça le gros problème. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'à lire le rapport de la Cour des comptes chaque année pour voir toutes les sources d'économies à faire. Qui est sorti il n'y a pas longtemps d'ailleurs, il y a 2-3 semaines, je dirais. Non, mais surtout, il faut repenser complètement le fonctionnement de la puissance publique. C'est ça le vrai enjeu, parce qu'on ne va pas baisser les dépenses sociales, parce qu'évidemment, on est en crise sociale. Mais il faut peut-être regarder comment ça marche. Est-ce qu'il n'y a pas des gaspillages, est-ce qu'il n'y a pas des abus et autres? Oui, forcément, il faut faire une espèce de grand audit en fait. Exactement, puis maintenant avec les moyens informatiques dont on dispose, c'est facile, vous comprenez? Donc voilà, aujourd'hui on est sur donc le poids des dépenses publiques, on est à 58,3% du PIB, on sera seulement bientôt on va revenir à 59%. Un des niveaux les plus élevés du monde là aussi. Les dépenses sociales, on est à plus de 31%, alors que la moyenne de l'OCDE, les pays riches, c'est 21%. On est aussi numéro 1 du monde. Donc il y a un problème. Avec de telles dépenses publiques, sociales, on serait en droit d'attendre une croissance forte, un chômage qui ne va pas remonter. L'emploi salarié évolue un peu, plus 0,1%. Oui, mais ça reste très limité. C'est très limité, 0,1%, parce qu'on annonce ça comme deux chiffres très simples pour tout comprendre. Depuis début 2020, la dette publique française a augmenté de 638 milliards d'euros. Vous vous rendez compte? Depuis début 2020, jusqu'au premier trimestre 2023. On n'a pas encore les chiffres du deuxième trimestre. 638 milliards d'euros d'augmentation de la dette, juste l'augmentation. De combien a augmenté le PIB sur la même période? De beaucoup moins, j'imagine. 238 milliards. Inflation comprise. Mais dans ces 638 milliards... Donc, il manque 400 milliards. C'est-à-dire qu'on a mis 638 pour récupérer 238. Ça, on voit bien
que ça marche pas. Il faut, encore une fois, avec un tel écart, il faut arrêter, je dirais, de dépenser n'importe comment. Il faut regarder. Mais malheureusement, on n'a rien compris, parce que, regardez ce que dit le président tous les jours. Toujours, il fait des chèques. Hier, c'était 500 millions ici, 1 milliard là, 200 millions là. Et malheureusement, on a vu le resto du cœur, etc. La pauvreté augmente. Donc c'est qu'on a un problème. C'est qu'on a des moyens énormes, mais il n'y a pas de résultats positifs, suffisamment positifs derrière. Donc c'est très dangereux parce que d'un point de vue sociétal, les Français ne sont pas prêts à cela. Ils ne comprennent pas qu'ils vont être moins protégés demain. Donc c'est extrêmement dangereux d'un point de vue sociétal parce que les Français ne sont pas prêts, encore une fois. Ouais, c'est votre discours, c'est un discours qu'on entend chez vous depuis longtemps, et c'est vrai que. Ah oui, ça serait bien qu'on s'y diriger, mais c'est vrai que les choses changent pas. On me dit mais allez voir les dirigeants. Moi ça fait 25 ans que j'ai ce métier, même un peu plus. J'ai vu tous les dirigeants du pays depuis 25 ans, et malheureusement, ben voilà, ils n'ont pas écouté. Et parce qu'ils ont écouté les économistes entre guillemets qui allaient dans leur sens du poil ou qui leur ciraient les chaussures en disant oui non vous avez raison, on continue d'augmenter la dépense publique. Voilà. Et c'est ça le problème. C'est que c'est vrai que c'est tellement facile finalement d'augmenter les dépenses publiques, après on augmente les impôts, tout le monde est content, et puis on avance, sauf que là maintenant, on est à la fin, du film. Modèle, en fait. Eh oui, on est à la fin d'un modèle. Fin du modèle allemand, fin du modèle chinois, on peut parler de fin du modèle social français. En fait, ça fait longtemps que malheureusement il ne marche plus, mais simplement, et le Covid encore une fois fait beaucoup de mal, on alimente cette fuite en avant en permanence, et on ne regarde pas la réalité en face. Moi je pense que le gros problème c'est qu'il faut arrêter le déni de réalité, il faut regarder cette réalité, dire les choses, c'est pas être pessimiste que dire les choses. Votre rôle, c'est pour ça que vous êtes là. Tout à fait. Moi, je suis tout à fait optimiste, mais il faut être réaliste. Ça, c'est notre devoir, si vous voulez, d'économiste. Parce que passer la crème et dire ce que pense tout le monde ou ce que pensent nos dirigeants, etc. Non. Et je suis désolé, il y a un boulot aussi à faire du côté des journalistes. Alors vous le faites, mais moi, je vois dernièrement, j'ai vu nos dirigeants parler, les journalistes en face, ne rien leur rétorquer. On nous dit qu'il y a une croissance très forte en France, tout va aller bien, alors que les indicateurs avancés que vous avez évoqués tout à l'heure sortent, ils nous montrent une zone de récession. Personne n'en parle. Même surprenant. Oui, donc là aussi, il faut qu'on retrouve ce sens du débat. C'est pas parce qu'on dit la vérité qu'on est complotiste. Moi, je vois des fois, j'ai des remarques. Ah voilà, vous êtes mais pas du tout. Ah, c'est vrai, on vous dit ça de vous. Ah, ça arrive, ou voilà, on dit des choses comme ça. Non, c'est normal, c'est sur les réseaux sociaux. Voilà. Non, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, dire la vérité, c'est être complotiste. Mais non, attendez, moi, j'invente pas les chiffres. Je cite toujours mes sources, chez les chiffres de l'INSEE, des directeurs d'achat, etc. et ainsi de suite. Donc voilà, c'est une réalité aujourd'hui qui est là. Il faut simplement la dire, il faut réagir en conséquence. Il faut réagir et réactualiser toutes ces données pour pouvoir bien les comprendre et bien les appréhender, ce qui est votre rôle et également ce que vous proposez à vos lecteurs dans Reset2. Bienvenue dans le monde d'après. Merci beaucoup. Avec plaisir. Marc Toiti, président d'ACDFI, économiste et écrivain. Donc, livre aux éditions Bouquet-Lys, Reset2, Bienvenue dans le monde d'après, que vous pouvez trouver sur Internet. Oui, tout à notamment sur Amazon. Sur Internet, on va pas faire de pub, excusez-moi, vous avez raison. Enfin, bref, Amazon, la Fnac, voilà, Chapitre, je sais pas, voilà, ce que vous voulez. Voilà. En tout cas, voilà, vous en avez trois, vous pouvez les trouver partout. Merci beaucoup Marc d'avoir été avec plaisir. Ce matin. On marque une rapide courte page de publicité, on se retrouve pour la fin de notre édition du 7 septembre. À tout de suite.